Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeu. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nathalie Balassé. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne-Hélène, je suis ravie d'être avec toi et ravie d'être avec vous tous. Merci infiniment. Alors Nathalie, j'ai pu lire que tu étais psychopraticienne. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, psychopraticienne en relation d'aide. En relation d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors voilà pourquoi je précise en relation d'aide, parce qu'il y a plusieurs courants de psychologie. Il y a bien sûr Freud que tout le monde connaît, j'imagine, Jung également, tout le monde connaît aussi. Et puis il y a le courant de Carl Rogers, qui est un Américain qui a créé la relation d'aide. Donc moi, j'ai été formée, bien sûr, j'ai appris Freud, Jung, Lacan, Berne, je suis passée par tous les plus grands, mais également Carl Rogers qui a créé la relation d'aide. Pour lui, ce qui était important dans la relation d'aide, c'est la bienveillance que l'on va mettre dans l'écoute, le Hmm. non-jugement, également l'authenticité et puis l'écoute active. C'est-à-dire qu'on va écouter sur un plan conscient puis sur un plan inconscient. Et donc, et pour la première fois, en fait, contrairement à Freud ou Jung, il a créé des relations de face à face. C'est-à-dire qu'on est installé face à notre praticien, à notre thérapeute. Aujourd'hui, c'est courant, mais à la base, c'est lui qui l'a créé comme ça. D'accord. Ouais, je comprends. Moi, j'avais fait une psychothérapie il y a très très longtemps quand mon premier mari m'avait quittée. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi. J'étais allongée sur un divan et j'avais pas de retour. Alors même si elle m'a énormément aidée, je sais qu'aujourd'hui elle me suit. Même si j'avais pas de retour et c'était frustrant. J'avais besoin en fait qu'elle me dise bah, que j'avais raison, que j'étais sur le bon chemin. Donc c'est chouette. C'est ça, exactement. Et lui, en fait, ça lui convenait pas du tout, Carl Rogers. Et donc, il pense, et il le dit dans ses livres, que l'écoute et donc la communication non verbale avec les yeux, avec les intentions, etc. On voit quand quelqu'un nous écoute ou quand il est parti ailleurs, on le voit de suite. Eh bien, pour lui, c'est 80% de la guérison. Ah, tu vois. Hmm. Donc ça va plus vite quelque part. C'est ça. En fait, et d'ailleurs, très souvent, hein, j'ai des personnes, parce qu'après, j'utilise des techniques de psycho-énergétique de libération émotionnelle. Et à chaque fois, les personnes me disaient, ah, mais pour la première fois, je sens que vous m'avez vraiment écouté. J'ai vu plein de gens, Ah, mais je me sentais pas écoutée. Tu vois? ouais. Et c'est Ah vrai que c'est oui. très important. Donc, on est assis confortablement dans des fauteuils, mais face à face. Et, euh, et ça, c'est... Maintenant, j'enseigne ces techniques. Aujourd'hui, voilà, j'enseigne les techniques que j'ai créées. Et c'est vrai que c'est ce que je dis toujours, on est face à face. On n'est même pas en décalé, on est face à face. Et Ah surtout, oui. on prend le moins possible de notes. On en prend quand même un peu, mais juste des mots-clés qui vont servir ensuite à libérer l'émotion ressentie qui bloque chez nous, puisque nous sommes des êtres énergétiques. L'émotion est une énergie également. Et quand elle bloque chez nous, bien elle bloque le chi qui circule dans nos méridiens. Et donc évidemment, ben, c'est ce qu'on va aussi vibrer, hein. Ça va se ressentir dans nos vibrations. Et donc c'est ce qu'on va attirer à nous. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que l'intérieur est le reflet de notre extérieur et vice-versa. C'est normal, Mm. en fait. Tout est vibration. Ça, j'en suis persuadée. Et du coup, Nathalie, ça a commencé comment pour toi? À quel moment tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien en faire mon métier? Alors, très bonne question, je te remercie. Eh bien, c'est quand j'ai touché le fond, comme beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, déjà depuis l'âge de 12 ans et demi à peu près, parce que je suis en train d'écrire mon deuxième livre et donc je vais en parler dans mon deuxième livre. À 12 ans et demi, mon frère, mon grand frère a quitté la maison. Il avait 14 ans et demi, lui, 14 ans même. Et puisqu'on a un an et demi d'écart. Et je me suis sentie toute seule à la maison. Et en plus, il y avait une maman qui était assez dure parce que bien, elle avait vécu des choses très difficiles elle aussi.
Et elle Mm. était très jeune en plus. Donc, eh bien, c'est difficile hein, quand on est jeune, qu'on a nos propres soucis, eh bien, de contrôler nos émotions. Et donc, j'ai commencé à avoir envie de mourir jusqu'à une trentaine d'années, même, je vais dire, 31 ans et demi précisément, presque, puisque c'est l'âge où j'ai mis au monde ma fille. Et ensuite, ma fille, lorsqu'elle avait un an et demi, elle a commencé à me jeter des coups de pied dans le ventre. Elle voulait pas que je lui dise bonjour, elle voulait pas que je lui dise au revoir. Et là, je me suis dit, ben, je comprends pas, peut-être que il faut que je choisisse entre ma vie de mère ou ma vie de femme. Et donc, j'ai dit à mon mari, ben, il faut qu'on se quitte. Parce qu'en plus, j'avais pas d'écoute de sa part. Quand je lui disais que je comprenais pas pourquoi ma fille me rejetait, il me disait, c'est parce que tu travailles trop. Il avait raison. Je travaillais beaucoup, je travaillais dans le monde de la finance. Donc, je quittais de bonne heure la maison, je rentrais tard, je manageais toute une équipe. Bref, c'était un peu difficile. Donc, je me sentais pas entendue, je me sentais pas reconnue dans ma souffrance, qui était terrible, parce que j'avais l'impression de revivre la même chose que ce que j'avais vécu avec ma maman. Je m'étais sentie rejetée par elle. Et là, je me sentais rejetée par ma Pour fille. ta propre fille, hein. Ouais, c'est dur. Exactement. Alors que les médecins m'avaient dit que j'aurais pas d'enfant. J'avais réussi à avoir une fille. Et là, c'était encore pire que le sentiment de ne pas avoir d'enfant, quoi. C'était encore plus violent de se sentir Bah oui, je rejeté comprends. alors que là, on a Mm. un enfant. Et donc, mon mari m'a dit, bah, faut qu'on voit quelqu'un. Et Parce que lui, il n'avait pas envie que vous quittiez, en fait. ah non, mais non, il y a Bah toujours oui, eu énormément d'amour entre nous. On s'est quittés quand même, parce que quand d'accord. j'ai une idée dans la tête, bon, je suis un peu têtue. Pour toi, c'était la clé. Pour toi, la Pour clé, moi, c'était cette séparation. pour moi, c'était ça. Et j'ai très vite vu que c'était pas ça du tout, que Clara, elle continuait de me rejeter. Et donc, bien, j'ai eu un contact avec une praticienne qui nous a beaucoup aidés. Et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que j'ai compris que la thérapie ou les pratiques, en tous les cas, de thérapie, ben, c'était pas pour les fous. C'est ce qu'on pensait dans ma famille, hein. Et c'est ce que pensaient beaucoup de personnes à ce C'est moment-là. dommage, hein. C'est C'est dommage. dommage. Dans ma famille, c'est pareil, hein. Je pense Ah qu'il y a oui. beaucoup de personnes qui auraient besoin d'être aidées et c'est dommage de rester dans ces pensées limitantes, hein. Alors que qu'est-ce que ça fait du bien? Mais oui, exactement. C'est en fait Mm. nécessaire à notre évolution. Parce que c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Évidemment, avec ton métier, tu le sais et tu dois avoir ces retours de tes guides. Ce que l'on nous demande, c'est d'évoluer, de Mm. grandir en sagesse et en amour sur Terre. Et déjà C'est en ça. premier pour nous. Mm. Parce que C'est quand, notre premier but d'incarnation, ça j'en suis persuadée. voilà, pour moi aussi, Mm. voilà, tu vois. Mm. Et donc, je l'ai appris, je l'ai découvert avec tout ce travail que j'ai fait sur moi. Et surtout, eh bien, en concrétisant ces techniques, en les transmettant, en faisant tout ce que je fais aujourd'hui, ma chaîne YouTube, etc. Et avec toutes les personnes et les magnifiques personnes que je rencontre, dont tu fais partie, eh bien, voilà, c'est concordant, quoi. Moi aussi, tu vois, des fois, je reçois des messages de mes guides et ils me disent, voilà, il faut que tu continues de donner de l'amour aux gens parce qu'ils en ont Mm. besoin pour guérir. Et donc, D'accord. ben voilà, c'est... Et toi, avec ta fille, ça c'est venu très progressivement, ça s'est arrangé suite au Alors, travail que tu as fait sur toi-même. aujourd'hui, j'ai une relation merveilleuse avec mes deux filles. Parce que Mm. j'en ai deux. Parce qu'avec mon mari, en fait, la thérapie a porté ses fruits. Donc, on a compris ce qui nous séparait et ce qui nous mettait, voilà, comme ça, en conflit. Pas que sur ce sujet-là, évidemment. Quand on se sépare, il n'y a pas que Mm. sur un sujet, il y en a plusieurs, hein. Mm. Et puis, eh bien, on a résolu toutes les problématiques les unes derrière les autres. On a fait notre thérapie avec cette même thérapeute pendant un an chacun, euh, de notre côté. Au départ, on y est allé ensemble pour voir si c'était avec elle qu'on avait envie de travailler. Et quand on a vu l'efficacité, on a dit on retourne la voir. Mm. Et donc, on l'a fait chacun de notre côté. Elle nous avait dit, si vous vous aimez encore, eh bien, après la thérapie, vous vous remettrez ensemble. Si vous ne vous aimez plus, eh bien, vous referez votre vie, mais différemment, pas avec les mêmes problématiques. Parce que sinon, Mm.
Si vous ne faites pas de thérapie, eh bien vous allez renouveler les mêmes problématiques avec quelqu'un d'autre. Ça, Ouais, dans un autre couple. Ah oui. c'est ça. Ça s'appelle des schémas de répétition. Et Mm. effectivement, et c'est ce à quoi sont confrontés la plupart des gens, c'est qu'en fait, ils décident, par exemple, une séparation parce que la personne leur reflète trop de difficultés qu'elles ont en elles, en fait, trop de souffrances. Le conjoint est la meilleure personne pour appuyer sur le bouton qui fait mal. C'est, Mm. voilà, il lit dans notre inconscient. Et c'est exactement là qu'il appuie. Et justement, ça nous fait réagir. C'est parce que il appuie sur une corde sensible. Sinon, on n'aurait aucune Mm. réaction. Et donc, quand on se sépare et que on ne fait pas de travail sur soi, bien en fait, on va retrouver une autre personne qui d'apparence est différente, mais qui finalement va appuyer à nouveau sur les points sensibles chez nous. Mm. Je suis Alors, complètement d'accord. voilà. Alors peut-être qu'il y aura eu des compréhensions quand même qui font que la relation sera peut-être légèrement différente, mais s'il y a zéro travail, zéro compréhension, Mm. prise de conscience, j'ai envie de dire aussi, eh bien, on va recommencer exactement les mêmes problématiques. Et donc, Mm. quand on parle de travail sur soi, déjà le mot travail, moi, tu vois, j'aimerais le changer ce mot. Parce que toutes les personnes ne sont pas ravies du travail qu'ils font. Et C'est vrai, ça peut faire peur, hein. ah Oh ouais. non, il faut encore travailler, ça peut faire peur. Quel mot tu choisirais? Est-ce que tu as réfléchi? Justement, tu vois, ça fait un moment que je me dis, je voudrais changer ce mot travail, ça m'énerve, Mm. parce que Mm. c'est pas vraiment du travail, c'est un Mm. approfondissement de la connaissance de Ouais. soi, Une tu vois? recherche quelque part? Ouais, une recherche du soi Ouais. spirituel, j'ai envie de dire. Mm. Tu vois? Je vais noter ça. C'est une bonne idée. Et est-ce que le fait d'avoir réparé ta relation avec ta fille, ça t'a aidé par rapport à la relation avec ta maman? Complètement, bien sûr. Alors déjà, moi, il faut savoir que même si c'était difficile dans notre enfance parce que bah, maman était très très dure parce qu'elle avait, comme je le disais, hein, vraiment aucun jugement vis-à-vis d'elle et Mm. surtout, voilà, je ne veux pas que personne porte un jugement vis-à-vis d'elle parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu, comme tous les parents d'ailleurs, même ceux qui sont extrêmement violents, ils font ce qu'ils peuvent. En règle générale, ils reproduisent des schémas qu'ils ont vécus. Hein. Donc voilà, maman a été violente, mais elle avait aussi eu de la violence. Donc voilà, en fait déjà moi, j'avais cette prise de conscience quand j'étais toute petite, j'avais 2 ans et demi. Je me disais, si elle fait ça, c'est parce que derrière, il y a énormément de souffrance chez elle. Mm. Donc, tu vois, déjà, j'avais déjà cette aide quand même, hein, où C'est quelque part, incroyable, hein. C'est on me incroyable. soufflait, voilà, hein, on me soufflait qu'il y avait de la souffrance chez elle. Donc, voilà, même, je peux dire, elle a fait une tentative de suicide devant moi, j'avais 2 ans et demi. Je voyais bien toute la Mm. souffrance qu'il y avait chez elle, hein. Et donc, voilà, que c'était insupportable et c'est pour ça aussi que j'ai revécu ça. C'est pour ça aussi que Et j'ai eu envie justement, mais c'est ça. Et comment elle l'a vécu? De voir quelque part son miroir, oui. que toi Alors, aussi, tu elle avais l'a envie très, de très mal mourir. vécu. Bah, en règle générale, c'est ce que j'explique d'ailleurs aux personnes qui venaient me voir ou qui viennent me voir aujourd'hui pour être formées. C'est que quand on a les mêmes mémoires, là, par Mm. exemple, mémoire d'envie d'en finir, de Mm. mourir. Elle n'est pas là par hasard, cette mémoire, hein. Il faut remonter après dans l'arbre généalogique pour trouver pourquoi. Et on a trouvé. Mais tu sais, deux aimants qui ont les mêmes polarités, ben, ça fait quoi? Ça se repousse. Et moi, Mm. avec maman, on avait les mêmes mémoires. Donc, ça se repoussait. Mm. Comme elle avait les mêmes mémoires avec sa mère. Et ça se repoussait. Et ma grand-mère, même quand j'étais bébé, ma mère me disait, tu sais, ta grand-mère, dès que elle te prenait dans les bras, et tu te mettais à hurler et elle te Mm. disait, reprends-la parce que je peux pas. Alors que ma grand-mère était une personne très douce, tu vois, comme ça. Mais je sentais aussi dans mon enfance et en grandissant dans l'adolescence que
j'étais pas sa préférée du tout, quoi. Je sentais qu'elle me repoussait. D'ailleurs, mon grand-père m'a pris sous son aile et il me l'a dit un jour, comme je sentais que tu n'étais pas la préférée du tout de ta grand-mère, bah, tu as été ma préférée à moi. Tu Hmm. vois? Hein. Et ça a aidé dans l'histoire parce que rien ne se fait par hasard. Et comme j'ai découvert un grand secret de famille qui fait qu'effectivement, il y avait un conflit entre les mères et les filles qui se reproduisait, eh bien, lui, il a été une pièce maîtresse aussi dans la découverte de ce secret de famille. Parce que heureusement que j'étais sa préférée, parce que c'était un homme très droit, très colérique, très dur avec ses filles dans l'éducation, dans, tu vois, très... bon. Euh, et en fait, tout le monde avait peur de lui dans la famille, sauf Hmm. moi, qui était Ah capable oui. de lui dire des tas de choses. Et donc, j'ai pu aller lui poser la question quand j'ai découvert ce secret de famille. J'ai pu aller lui demander. Il y a Et une technique qui t'a permis de découvrir ce secret de famille? oui, la D'accord. technique à laquelle je Que forme. tu enseignes aujourd'hui? Oui, D'accord. exactement. Hein, j'ai commencé à la découvrir avec Elisabeth, qui a été ma thérapeute, qui est aujourd'hui à la retraite. Elisabeth Ledugne, que je remercie de tout cœur, qui a été un ange sur mon chemin, un ange incarné, parce qu'il y en a, je pense. Et, et donc, j'ai commencé à découvrir parce qu'elle travaillait avec une technique de couleur, tu vois. Et un jour, elle m'a demandé la souffrance qui était en moi et ce conflit entre les mères et les filles, si je pouvais utiliser une peinture, tu vois, et peindre sur les silhouettes de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère et ensuite de ma mère et moi, si je pouvais peindre une couleur à un endroit précis. D'accord. La même couleur. Alors, tu veux que je te raconte? Parce que Oui. tu vas voir, non, c'est pas la même couleur. Et tu vas voir, c'est très intéressant. D'accord. Ouais. Et donc, je lui dis oui, elle me dit, bah vas-y, regarde. En fait, elle m'avait fait utiliser un petit personnage qui peignait et un lutin orange, j'ai utilisé. Donc, un lutin, ça veut dire qu'on est dans la lutte, tu vois? Un lutin, tu vois? Hmm. On est dans la lutte, parce qu'on utilise le langage des oiseaux, tu vois? Orange, ça veut dire or en jeu. Donc, les dévalorisations, l'or, c'est la valeur, tu vois, en jeu. Mais hors jeu aussi, orange, tu vois, donc ça veut dire mis à l'écart, rejeté, tu vois. Donc il vient symboliser en fait tout ce que je ressens, ce petit lutin, et il commence à peindre sur les silhouettes. Effectivement, je le vois peindre du violet dans le ventre de mon arrière-grand-mère. Et ensuite, du violet de la tête aux pieds sur ma grand-mère, donc dont je porte le prénom, tu vois, en deuxième prénom, hein. Et puis du jaune sur ma mère. Et Hmm. donc, elle me dit, bon, ben là, tu sais, le violet, c'est la couleur du viol. Violet. Ah. C'est la couleur aussi de la violence. Tu vois? Hein. Hmm. Et elle me dit, quand c'est dans le ventre de la mère, ça veut dire qu'il y a eu inceste plus haut. C'est un enfant qui est violé. Oh là là. Donc, il y a inceste plus haut. Tu vois? Et elle me dit, ta grand-mère, elle a été violée parce qu'elle est peinte de la tête aux pieds. Et donc là, ça vient dire qu'elle a été violée. Et Qu'est-ce immédiatement, que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens quand elle te dit ça? voilà, immédiatement, si tu veux, ce que je ressens, c'est, elle est complètement folle, cette femme. Elle est folle de me dire Ah. ça. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit, c'est vrai, et qui l'affirme comme ça, tu vois? Et même, elle a eu un enfant de ce viol. Et là, je me dis, oh, mon oncle décédé, ce serait lui, parce que j'ai un oncle Hmm. qui est décédé à l'âge de 20 ans, qui était militaire et qui a été renversé par une voiture. euh, le lendemain du mariage de ma mère. Enfin, tu vois, c'est toute une histoire très, Oh là très là. compliquée, tu imagines? Voilà, elle perd son frère, elle assiste à sa mort sans le reconnaître. Bref, et elle pouvait pas le reconnaître parce que c'était un enfant non reconnu, un enfant d'un viol. Hmm. L'inconscient, il dit tout, il fait tout, en fait, tu vois, hein. Et le jaune, si tu as envie de savoir aussi, ça vient parler Hmm. d'amertume. La mère me tue.
Alors, pour aller au bout de mon explication, et tu vas tout comprendre, pourquoi il y a un conflit entre les mères et les filles qui se crée, c'est Mhm. parce que quand une jeune fille est violée par son père, ce qu'on appelle un Mhm. inceste, Mhm. qu'est-ce qu'on dit tous quand on entend ça à la radio? On dit quoi? Et la mère ne le savait pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, ouais, Elle l'a tout à pas vu? fait. Eh bien, tu sais, en fait, l'enfant qui est victime d'inceste pense la même chose. L'enfant se dit, ma mère, elle veut pas avoir de rapport avec mon père, donc elle l'envoie chez moi. Mhm. Même si c'est inconscient, même si, Mhm. tu vois, ça crée un doute chez elle. Ma mère, elle fait exprès de me laisser seule avec mon père, tu vois, etc., etc. Et cetera. Et en fait, donc, ça crée un conflit entre les mères et les filles. Elles peuvent plus se voir. Mhm. Tu comprends? Et en plus, je pense que plus haut, donc, et je ne sais pas à quelle génération, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'enlever cette mémoire. Il y a eu inceste qui donne enfant. Et c'est pour ça Mhm. qu'il y a eu ensuite ma grand-mère qui a été violée par quelqu'un d'extérieur, parce que ça redescend dans les générations. Ça s'appelle une mémoire transgénérationnelle, donc Mhm. qui se transmet dans les générations. Aujourd'hui, avec l'épigénétique, on sait que ça existe parce que l'épigénétique a prouvé qu'effectivement, les mémoires, l'émotion de cette mémoire exactement, hein, l'émotion de l'événement se transmet dans les gènes. C'est comme inscrit au fer rouge. Et Mhm. je l'avais en moi, en fait. Mhm. Dès que je voyais un film où il y avait un viol, j'étais comme ça, comme si ça m'arrivait à moi. Et ça, Tu c'est un... sais que mes aunts, ils me l'ont expliqué, ça. Ah oui? Ouais, ils m'ont dit, ah ouais, c'est. Alors, je sais pas si je vais bien le retranscrire, mais ils m'ont dit, imagine que la source, c'est la Terre, ok? Et dans cette source, dans cette graine, c'est comme une graine, ça contient toute l'ADN, toutes les cellules de tous les êtres vivants qui vont vivre sur Terre. Et à partir de là, imagine un arbre géant, mais un arbre géant avec des milliards de branches. Et sur chaque branche, donc chaque branche va représenter une famille du monde, d'accord? Et au bout de la branche, il y a les fruits. Les fruits sont les humains. Et en fait, pour pouvoir, et sur chaque branche, il y a un ordinateur qui est connecté à chacune de ces milliards de branches. Et dedans, il y a quoi? Les non-dits, les secrets de famille, les maladies génétiques qui vont se transmettre de génération en génération. Et quand un fruit, donc un humain, vient s'incarner sur Terre, ben, il remonte tout ça, tu vois. Il repasse par la source, il y a la source, et hop, il monte tout le long de l'arbre et il traverse toute la branche où là étaient encodés en fait tous les voilà les non-dits, les secrets de famille, les maladies. Et il prend ça au passage. L'humain, la petite âme, se charge, son corps se charge bah, de ça en fait. Et quand il devient, ben voilà, quand il s'incarne sur Terre, il a pris tout le passé. Et c'est pour ça que c'est très important, effectivement, de travailler sur ces mémoires transgénérationnelles, hein. C'est comme ça que que t'as appelé, hein. C'est ça, exactement. Parce que Ouais. quand on les... parce que, en fait, donc les techniques, justement, auxquelles je forme et qui permettent de réencoder, c'est-à-dire que pour moi, rien n'est figé. Et on peut faire Heureusement. le chemin inverse et Ouais. tout réencoder. Donc, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ça a libéré beaucoup la relation avec ma maman, même si elle a jamais été. C'était une guerre froide, tu vois. On se voyait Mm. toujours. Je lui donnais toujours de l'amour. J'essayais toujours d'être aimée d'elle, etc. Mais c'était toujours on sentait qu'il y avait un immense froid entre nous, une incapacité à vraiment dialoguer ensemble, à avoir des relations, des belles relations ensemble, tu vois. Ça, c'était compliqué. Et en fait, tout ce travail, ça a libéré aussi chez ma fille. Et aujourd'hui, Mm. voilà, elle sait qu'elle peut se confier à moi pour tout. Et donc, c'est vraiment génial. On a une très belle relation, pas fusionnelle, parce que je pense que la fusion, c'est pas bon non plus, tu vois, mais Mm. harmonieuse, j'ai envie de dire. Équilibré. Équilibrée, en confiance, de Mm. mère à enfant, tu vois, c'est vraiment, voilà. Ça m'a permis Et de... En fait, moi, ma plus grande peur, pour te dire,
Voilà, j'étais en train d'essayer de réfléchir aux mots que je voulais mettre dessus. Ma plus grande peur, c'était de ne pas être une bonne mère, Hmm. de ne pas être une bonne maman. D'ailleurs, ma fille, elle me le dit tout le temps. Elle me dit, mais maman, arrête. Enfin, Hmm. arrête d'avoir peur d'être une mauvaise maman parce que tu es la meilleure des mamans. Bon, tous les enfants doivent dire ça à leurs parents, tu vois, j'imagine. Mais voilà, c'était ma plus grande peur. Et donc, bah, j'ai toujours œuvré dans ce sens. Mais même en œuvrant dans ce sens, si on a ces mémoires-là en nous, c'est fichu. Hmm. On va vouloir être la meilleure des mamans, on va vouloir faire différemment. Enfin, moi, je n'ai jamais voulu donner de coups à mes enfants, par exemple, mais Hmm. ça n'empêche pas que de toute façon, elle faisait tout pour me pousser à bout, que de toute façon, il y avait quand même tu vois, cet aimant-là qui nous séparait, hein, cette distance qui se créait et qui faisait qu'elle ne voulait pas de moi. Quand on s'est séparé avec mon mari, qui est toujours mon mari aujourd'hui, qui est l'homme de ma vie, euh, eh bien, des fois, j'étais obligée de l'appeler en lui disant, écoute, elle veut aller chez toi. Elle veut plus rester chez moi. J'étais en pleurs. Elle Ouais, me ouais, je disait, je comprends. veux aller chez papa. Je ne veux pas rester chez toi. Et il me Hmm. disait non. Il me disait, passe-moi Clara. Donc, elle était toute petite, hein. Il lui disait, écoute, chérie, tu es chez maman. Tu dois rester chez maman. C'est ta maman. C'est important que tu sois avec elle. Donc, vraiment, tu vois, c'était dur. C'était vraiment dur, hein. Même en Hmm. repensant, tu vois, à tous ces moments, oh, c'est émouvant, quoi, hein. Mais aujourd'hui, Ouais, c'est je comprends. passé. Aujourd'hui, c'est terminé. Et le fait d'avoir réussi à régler ça avec Clara, Mm. quand tu as eu ta deuxième fille, c'était déjà réparé. Oui. Donc, t'as pas eu besoin de revivre ça avec ta seconde fille? C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est notre devoir en tant qu'être sur Terre de faire toutes ces Hmm. améliorations chez nous. Hmm. Parce qu'en Hmm. fait, pour moi, tu vois, c'est pour ça que le mot travail est pas du tout adapté. Parce Hmm. qu'un travail, c'est pour une rémunération, on va Hmm. dire. Bon, c'est aussi pour un épanouissement normalement. Normalement, on devrait tous Hmm. faire un travail qui nous épanouit, hein. Hmm. On devrait tous être dans la joie. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. J'espère que en leur disant ça, ils vont se dire, ah bah en fait, il faut que je me remette dans la joie. Qu'est-ce qui me met en joie et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vois? Hein. Hmm. Parce que en fait, c'est pas vraiment un travail, puisque c'est en fait un retour à soi. C'est Hmm. faire tomber les masques, faire tomber toutes nos peurs qui nous empêchent d'être acteurs de notre vie. D'ailleurs, mon séminaire, acteur de notre vie, voilà, il s'appelle comme ça, acteur de ta vie. Tu vois? Voilà. Hmm. Parce que on a tous la possibilité d'être acteur de notre vie. Mais on l'a oublié ou on se victimise. Et parfois, on n'a pas le choix. C'est vrai, des fois, il nous arrive des choses terribles dans la vie. Mais à un moment donné, on peut transmuter. Même, j'ai vu, moi, des gens perdre des enfants. Et j'ai vu des gens, donc ça c'est pour moi la énorme des souffrances. Et pour cause, ma grand-mère a perdu son fils, donc je porte sa mémoire, hein. Donc je pense que voilà, c'est la plus horrible des souffrances. Mais certaines personnes vont pas penser ça du tout parce qu'elles n'ont pas cette mémoire. Et pour elles, ce sera autre chose. Mais en tous les cas, j'ai vu des gens transmuter, faire de l'or avec ça, Hmm. créer des associations, pour que ben, ça n'arrive pas à d'autres parents. Créer des quêtes d'argent pour que on favorise la recherche, pour que Hmm. bien l'enfant puisse guérir de cette Guérir. maladie. Voilà. Hmm. Enfin, J'ai une question à te poser justement. Qu'est-ce qui fait qu'un parent va transmuter et un autre parent ne va pas y arriver? Parce que j'ai ces cas-là. Donc, comme j'accompagne beaucoup de parents dans le deuil, j'ai les deux parents. Un modèle de parents qui vont transmuter tel que tu lis par des associations ou, voilà, ou en témoignant des signes qu'ils vont pouvoir recevoir de leur enfant. Et puis à côté de ça, tu vois, j'ai une dame qui m'a encore écrit, ça fait 10 ans que sa fille unique est décédée. D'ailleurs, elle est dans mon deuxième livre, L'infini amour, et elle m'a réécrit en me disant, ça fait 10 ans, mais j'y arrive toujours pas. Et je sais pas comment faire, je sais pas quel mot lui dire. oui. Alors, Comment des parents y arrivent et d'autres non, selon toi?
Je te remercie pour cette question. Écoute, j'ai rencontré plus de 1 000 personnes par an pendant 12 ans. Et donc, j'ai un petit peu d'expérience là-dessus, si tu veux. Je pense sincèrement que si on reste bloqué avec l'émotion qui est énergie en nous, par exemple, si tu discutes avec cette dame et que tu lui demandes où est-ce que se trouve son émotion d'avoir perdu sa fille, imaginons qu'elle va te dire, c'est dans mon cœur. Le cœur, c'est l'organe de l'amour. Donc déjà, tu vois, ça vient nous donner une indication. Ok, allez voir cette émotion dans votre cœur. Et là, elle te dit, c'est tout noir. Le noir, ça vient parler soit de peur de mourir, soit d'envie de mourir, soit de deuil non fait. Tu vois? Mm. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? Quels mots vous avez envie de mettre? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Ben, c'est comme si elle était morcelée en 1 000 morceaux. Elle va te dire, par exemple, tu vois, c'est un exemple, hein, je ne sais pas, évidemment, je ne la C'est, connais pas. oui. Mais je te donne Mm. un cas Mm. que j'ai vécu, par exemple, tu vois. Et là, la personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Là, en fait, si tu lui dis, mais est-ce que vous comprenez que avec un cœur en 1 000 morceaux, noir, vous ne pouvez pas bien fonctionner. Ah, j'ai la lumière sur moi, mais c'est pas grave, hein? C'est le soleil qui vient, tu vois, hein, remettre de la lumière. Et en fait, tu comprends qu'on peut pas bien fonctionner avec un cœur noir en 1 000 morceaux. Donc, il Mm. faut recréer le cœur. Comment on le fait? Eh bien, par des techniques psycho-énergétiques. C'est-à-dire qu'on va aller dire les mots, donc MAUX, avec des mots MOTS, tu vois, tout ce qu'elle vit, et en plus, on va l'enlever dans l'énergie de son corps. Mm. C'est-à-dire, on va aller faire de l'acupuncture sans aiguille pour tapoter sur des points nécessaires pour aller délivrer cette émotion dans son corps. Mm. Tu vois? Et du coup, on va le faire jusqu'à ce que son cœur redevienne normal. Mm. Et là, eh bien, la personne va sentir un soulagement, quelque chose va se passer en elle, elle ne va plus produire, déjà, elle va plus se connecter sur les mêmes connexions neuronales qui étaient, ben, j'ai de la mort dans mon cœur, quoi, hein. Je porte le deuil de ma fille dans mon cœur, parce que c'est ça, en fait, tu vois. Hein. C'est ce qu'on va dire, d'ailleurs, on va dire, même si j'ai un cœur noir depuis que ma fille est morte, explosé en 1 000 morceaux. Je m'aime, tu vois. Tu sais, en fait, j'utilise le protocole EFT, sauf que je Oui. l'utilise avec les mots de la personne, ce qui change Mm. tout. On ne crée pas des phrases, même si je suis triste depuis que ma fille est morte, j'arrive pas à relever la pente, et puis tapoter que ça. Non, là, on va utiliser le langage des couleurs, le langage du corps. Donc l'émotion, l'inconscient va nous dire comment est l'émotion, comment elle s'est matérialisée dans le corps de la personne, de quelle couleur elle est. Et la couleur, comme le jaune, l'amertume, tu vois, ben là, ça vient nous dire précisément ce qui se passe. En fait, on met des mots, MOTS, très précis sur l'émotion ressentie. Parce que c'est pas l'événement en soi qui est problématique, c'est l'événement qui est ressenti. Parce que tu vois, par exemple, une séparation. Tu as des personnes qui pourraient... imagine, le mari il rentre et il dit à sa femme, bah, je veux qu'on se sépare. Et sa femme, en fonction de comment elle se sentait dans la relation, ben, elle va réagir différemment. T'as des femmes qui vont dire, ah, la trahison, je suis sûre que t'as quelqu'un Mm. d'autre. Hein. Bon, elle va le ressentir comme une trahison. T'as des femmes qui vont dire, oh, l'injustice, pour tout, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Tu Mm. vois, et là, elle le ressent comme une injustice. Et puis t'as des femmes qui vont dire, génial, depuis le temps que je voulais qu'il se barre. Et Tu l'abandon, tu vois, moi, quand mon vois, premier mari m'a quitté, j'ai ressenti de l'abandon. et voilà, tu vois, Tu chaque vois. personne, il y en a qui vont le ressentir comme du rejet. Il y en a qui, Mm. voilà, tu vois, il y en a qui vont le ressentir comme une humiliation suprême parce que qu'est-ce que va dire les autres? Donc le Mm. regard des autres, c'est, tu vois, ça passe au-dessus de tout le reste. Il y en a qui Mm. vont le ressentir comme une honte. Mm. En fait, c'est pas.
l'événement le problème. C'est pour ça que je dis souvent le l'EFT, c'est génial. Merci aux personnes qui ont créé le l'EFT. Par contre, c'est pas suffisant. D'accord. Parce que construire des phrases, même si j'ai vécu une séparation douloureuse et j'en souffre encore, je m'aime, et puis tapoter ça, j'ai vécu une séparation douloureuse, etc., ben, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut aller voir si c'est de la honte, si c'est de l'abandon, si c'est de la joie, si c'est de la tristesse. Bon, si c'est de la joie, la personne, elle ne se consulte pas, hein. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, qu'est-ce que c'est comme émotion derrière? Et là, on peut aller la réparer. La personne, elle ne le sait pas souvent. Souvent, c'est inconscient. Ça, c'est Ah ouais. ni là, On se sent mal, mais on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. C'est après, impossible. effectivement, en faisant un travail, hein. C'est Donc ça. le mot travail encore, en y Ouais. réfléchissant. Mm. C'est en ayant quelqu'un de neutre en face qui parle le langage de l'inconscient. Alors là, tu vas dire, je fais de la pub pour ma technique qui Mais c'est s'appelle normal, hein. qui Et puis ça s'appelle le Tell Me. fonctionne. C'est pas vraiment pour faire de la pub, mais c'est pour dire que parler, c'est déjà beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est 80% de la guérison. Mais la guérison, pour qu'elle soit complète, il faut aller au cœur de l'émotion. Et notamment, je pense que la guérison pour des souffrances comme celle-ci, là, parler, ce ne sera pas 80% de la guérison, peut-être 40, je pense, tu vois, Mm. pour des souffrances vraiment terribles, Mm. comme des viols aussi, comme, tu vois, Mm. des attentats, voilà, des vécus de Des grands guerre, traumatismes, hein. voilà, Mm. des très gros traumatismes, ça va être peut-être 40%. Là, tu vois, là, je vais aller un petit peu à l'encontre de Carl Rogers parce que je l'ai vu, ça marche pas si on n'enlève pas l'émotion. Énergétiquement, il faut la mettre à l'extérieur, l'émotion. Une fois qu'elle est à l'extérieur, elle est plus chez nous. Et Elle nous là, appartient plus. voilà. Et là, on peut retrouver notre capacité de résilience. Parce qu'on a tous cette capacité de résilience, sauf que si ça reste bloqué en nous, ben en fait, on n'y arrive pas. J'ai des personnes aussi qui refusent d'aller bien parce qu'elles ont le sentiment qu'elles vont trahir la personne aimée qui est décédée. C'est si je vais bien, je vais l'oublier. Et ça, c'est pas possible. C'est ça. Et bien, tu vois, ça, c'est une émotion aussi qu'il faut Mm. mettre à l'extérieur. Pareil, c'est la même chose, hein. Et puis aussi, j'imagine que les gens viennent te voir aussi pour justement parler avec la personne qui est décédée ou prendre un contact avec elle, hein. Et ça, c'est génial ce que tu fais. Merci de faire ça. Et voilà, c'est formidable parce qu'en fait, là, tu leur expliques que ça s'arrête pas là. Exactement. Tu vois? Et c'est ça qui est fantastique. C'est ça. Et du coup, quand ils ont déjà cette compréhension, parce que tu vois, faire cette technique avec quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien après et de dire que bah, finalement, voilà, elles vont pas l'oublier, etc. En fait, c'est complémentaire ce qu'on fait. Ce que Mm. j'ai envie de te dire, tu vois, c'est ça. C'est que tant que la personne, elle n'a pas eu contact avec la personne décédée, avec son enfant ou avec son mari, eh bien, elle ne sait pas que ça continue après. Mm. Et du coup, c'est terrible pour elle. Parce qu'elle croit qu'il n'y a plus rien. Pour la plupart, pas tous. Il y en a qui pensent qu'il y a encore quelque chose. Mais ils ne savent pas, ils n'ont pas la vérification. Avec toi, ils l'ont. Et du coup, quand tu fais ce travail de libération émotionnelle derrière, c'est génial, quoi, hein. Mm. Et c'est ce que Tout je à fais fait. notamment aussi pendant mes séminaires. Voilà, hein. Voilà, on travaille sur les mémoires les plus douloureuses. Je fais remplir un questionnaire et peu importe le nombre de personnes qu'il y a, je lis tous les questionnaires et je sais toutes les mémoires qu'il va y avoir à travailler ensemble. Et ça, voilà. Et après, en 3 jours, on libère énormément de choses et on est en capacité, dans le troisième jour, d'écrire ce que l'on souhaite maintenant et de reprendre sa vie en main. Parce que tant qu'on est bloqué avec des émotions, comme ça a été mon cas, des envies de mourir, ces conflits entre la mère et la fille, de se sentir rejeté, abandonné, pas aimé, ben on s'aime pas soi-même. Et tu vois, c'est tout un truc, un Ouais, embroglio finalement qui nous tire comme une spirale vers le bas. Et en fait, à un moment donné, il dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais avec tout ça? En fait, c'est moi.
qui est au cœur de tout ce qui se passe chez moi. Donc, c'est bien chez moi qu'il faut aller travailler, entre guillemets, qu'il faut aller améliorer. C'est très, très libérateur. Oui, c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. À partir de quel moment t'as senti que t'étais accompagnée? Alors moi, je les appelle les anges gardiens, mais on peut les appeler les guides, les êtres de lumière. C'est vraiment comme ça résonne en chacun. Oui, À partir de quel moment tu t'es sentie accompagnée? Est-ce que tu t'es... Oui, tu en as parlé tout à l'heure. Tu as parlé des guides, je crois, hein, oui, c'est c'est ça. ça? Je parlais de mes Ouais, guides, en fait, oui. ouais. Parce que, en fait, moi, je ne sais pas hein, si ce sont des anges gardiens, des guides. Je vais te dire tous les soirs, je remercie mes guides, mes anges gardiens, les êtres de lumière, parce que je ne sais pas comment. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, je les remercie. Je les remercie tellement d'être à mes côtés. Pendant très longtemps, je ne savais pas s'il y avait quelque chose entre, tu vois, je, D'accord. j'avais un doute parce que ma Mhm. maman avait vécu une histoire quand elle était enfant qu'elle m'avait rapportée, où elle avait vu son arrière-grand-mère devant la fenêtre de sa chambre où elle dormait, la chambre de son arrière-grand-mère où elle dormait avec sa sœur. Et Mhm. elle croyait que c'était sa sœur qui était devant la fenêtre, et quand elle, elle l'a touchée, elle a senti sa sœur. Donc elles l'ont vue à deux. Elles sont vite D'accord. parties en courant parce qu'elles ont eu Elles ont eu peur. peur. Voilà. Ouais. Et ma grand-mère leur avait dit, elle ne vous aurait pas fait de mal. Donc, ça, Mhm. c'est toujours resté un peu, tu vois, comme ça en Mhm. suspens. Mais bon, quand mon autre grand-mère, ma grand-mère paternelle est tombée malade, j'ai prié pour elle. J'ai demandé la guérison. Et comme elle n'a pas guéri et qu'elle est morte, j'ai dit, bah, je crois plus en tout ça. Donc, j'avais refermé, tu vois. Sauf que quand je suis devenue praticienne, parce que quand j'ai vu le bien qui s'était passé en moi et ma transformation, parce que ça m'a réellement remise en vie, cette pratique, tu vois. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, maintenant, je veux le faire pour les autres. Et je disais aux personnes, bah, écoutez, j'ai envie de dire des choses, je sais pas si c'est juste ou pas, mais je vais le dire quand même. Des choses qu'elles n'avaient pas dites, tu vois. Et puis, je vais dire, dans 95% des cas, les gens me disaient, mais comment vous pouvez savoir ça? Et ça Mhm. déclenchait l'émotion, parce que tu vois, il faut aussi que l'émotion sorte, hein, Mhm. pour que ce soit bénéfique. Et quand ça déclenche l'émotion, tu sais que tu es au bon endroit. Et Mhm. donc là, je voyais, et du coup, à un moment donné, je me disais, bon, qui est-ce qui me souffle tout ça, quoi? Qui est-ce qui met ça dans ma bouche? Et donc, j'ai compris bien que c'était des êtres de lumière qui étaient Mhm. là pour guider ma pratique. Et à un moment donné, ben, j'ai commencé à leur parler et à les remercier pour ce qu'ils faisaient. Ça a mis longtemps, hein, je vais te dire de nombreuses années avant que j'admette. C'est vrai? Je te jure. Pourquoi? Parce que tu étais très, très cartésienne et que pour toi, c'était pas possible. Oui, puis j'ai grandi dans une famille où, tu sais, on dit que c'est pour les fous déjà la thérapie, hein. Et moi, Ouais. je suis devenue psychopraticienne. Donc déjà, Mhm. tu vois, tu es cataloguée, rangée dans une case. Et si tu commences à dire que tu parles avec des êtres non incarnés, alors là, tu es dans Ouais. quel camp, quoi? Ouais. Tu vois? Voilà, c'est pour ça. Mais Et donc aujourd'hui, tu les remercies tous les jours. Donc tu as l'impression que tu collabores avec eux, qu'ils sont à tes côtés, qu'il y a un vrai échange. ah oui, ça c'est sûr. Ah, ça c'est Mhm. certain. Je suis sûre que c'est eux Mhm. qui nous ont mis en contact par l'intermédiaire d'un ange incarné qui est Nelly. Ouais. Ah, tu sais comment je l'appelle, Nelly? Je l'appelle ma fée Ah oui, parce que c'est une fée pour moi. c'est C'est vrai. incroyable. Ouais. Ah oui. Elle donne, il n'y a pas de calcul, elle est dans l'amour et Nelly, je te fais des gros gros bisous, tu es ma fée. Moi aussi, je t'envoie énormément d'amour. Et tu as raison, elle est Ouais. dans le faire. Elle fait, Mm. en plus. Mm. Ah ouais, tu vois? Tu vois? Ah, donc, tu lui as donné le bon mot. C'est une petite fée d'amour. Mm. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est elle qui nous a mis en contact et elle est absolument incroyable. C'est Mm. vrai. Mm. C'est vrai. Donc, c'est cool qu'on lui rende honneur là. Hein, parce qu'en plus, Complètement. voilà, elle est dans le. On peut peut-être donner son nom, je sais pas. Oui. Hein, Nelly c'est Portal. voilà, Mm. Nelly Portal, ouais. Tout à fait, parce que voilà, je crois que pour lui rendre totalement honneur, on peut le. Voilà, lui. Donner son nom et son prénom. Hmm. Mm. Quelle est, selon toi, ta plus grande victoire, Nathalie? Tu t'es dit, waouh.
Alors, ma plus grande victoire à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour moi, il y en a plusieurs en fait. Il y a Ok. la maladie que j'ai réussi qui était une maladie dite incurable pour la science. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Le jour où j'ai décidé de guérir. Et puis, il y a aussi notre couple avec mon mari Hmm. qui, contre vents et marées, parce que quand j'étais ensuite dans la maladie, c'est arrivé avant la naissance de ma deuxième fille, D'accord. et il était là, à mes côtés, Il y a combien d'écart entre tes deux filles? 5 ans et demi. 5 ans et demi. D'accord. Voilà. Donc on s'était remis ensemble, on a décidé d'avoir un Mhm. deuxième enfant, et quasiment à ce moment-là, pratiquement en même temps, bien on avait décidé d'avoir Maëlle, et là les douleurs ont commencé. J'ai commencé à avoir mal dans mon corps, à être réveillée le matin à 5 heures du matin et à devoir me lever pour bouger tellement j'avais mal, je ne pouvais plus rester couchée. Et là, ensuite est arrivée la grossesse. Moi, je n'écoutais pas mon corps. Je me disais, ça va passer, ça va passer. Ouais. Hmm. Hein. Et puis, eh bien, après, la grossesse a accentué totalement, parce qu'en fait, c'est une maladie auto-immune, génétique aussi, qui soit bien s'active, soit se désactive à la grossesse. Ah oui. Et chez moi, elle a explosé. J'avais des Ah. douleurs partout, 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 partout. C'était une horreur. Je ne pouvais pas rester plus de 3 heures dans la même position. C'est ce qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante. Voilà. Et les médecins me disaient, il n'y a rien à faire. De toute façon, les traitements qu'on a, c'est des traitements qui enlèvent tout le système immunitaire. Donc, c'était une piqûre par semaine pour moi. Et ça marchait pas. Donc, à un Et moment puis même donné, enceinte, c'était possible d'avoir ah un non, tel traitement? après, Ah après. ouais. Hmm. Ah. Donc ta grossesse, elle a été horrible, Ça a horrible été, souffrance. bah, d'un côté, c'était magnifique parce que je donnais la vie. Et de l'autre, c'était horrible, horrible. Tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà. Et comment tu as réussi à guérir alors? Si les médecins te disaient que c'était incurable et qu'il n'y avait pas de remède possible. Ah, alors là, j'ai fait des tas de choses. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et d'ailleurs, je reçois D'accord. des tas de témoignages. J'en suis ravie de personnes qui disent, grâce à vous, ou grâce à votre témoignage, je pense pas que c'est grâce à moi. Je pense que là-haut, ils m'ont bien aidé, ils m'ont bien poussé. Parce que tu sais, moi, je suis Mm. quelqu'un, en fait. J'aime pas trop me montrer au monde. Et je disais, mais non, mais ça va pas intéresser les gens, mon histoire. Tu vois? Mm. Et puis il y a plein de gens qui me disaient, des amis qui me disaient, mais écris ton histoire quand même, c'est vachement inspirant. Et puis les guides aussi qui me disaient, allez, vas-y, bon sang. Donc je me suis mise à écrire. Puis en plus, moi, je n'étais pas très bonne à l'école, alors je me disais, ça va être compliqué d'écrire. Tu vois. Bref, en fait, je me suis fait aider d'ailleurs par quelqu'un qui est formidable aussi, qui est un amour et qui a réussi aussi à m'aider aussi parfois dans les phrases, etc. Hein. Mais du coup, c'est un livre qui est moi, qui me ressemble totalement. Et je dis ben, que j'ai déjà utilisé la vitamine C, D'accord, qui est extraordinaire, la vitamine C qui devrait être donnée chaque fois qu'on est en stress. Parce qu'on ne c'est vrai. synthétise pas la vitamine C. Ah oui, ah oui, j'ai fait une vitamine C sur ma chaîne. J'ai fait une vitamine. Non, j'ai fait. Je m'excuse, j'ai fait une vidéo sur la vitamine C hier. Ok. C'est sorti hier sur ma chaîne YouTube. Et et il y a plein de gens qui témoignent et qui disent qu'il y a même des gens qui disent qu'ils ont guéri du cancer avec de la Tu nous vitamine C. conseilles de prendre de la vitamine C tous les jours, Ah oui, complètement. même pour les ados? Ah bah bien sûr, bien sûr. Parce qu'on ne la Ok. synthétise pas. C'est un antioxydant, c'est-à-dire ça empêche les cellules de s'oxyder. T'imagines? Une cellule qui s'oxyde, on le voit bien sur quelque chose qui est rouillé. C'est Mhm. compliqué d'articuler quelque chose qui est rouillé, hein? Eh ben, Mhm. chez nous, c'est pareil, en fait. L'oxydation, ça empêche l'énergie de bien circuler, les fluides, de se nettoyer, de se détoxifier. Donc, en fait, à un moment donné, eh bien, si on n'est pas, si c'est une accumulation de toxines dans le corps qui crée de l'arthrite, de l'arthrose,
de la spondylarthrite, toutes ces maladies, en fait, tu vois, en inflammation. Pourquoi? Parce que notre corps, il s'enflamme Mm. à cause Et tu de... nous conseilles, si on la fixe pas, comme tu dis, ça veut dire qu'il faudrait qu'on la prenne en continu? C'est pas une cure si on la prend toujours en continu, c'est ça? Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a de nombreux médecins, dont Jean-Pierre Corson, qui disait il faut prendre 2,5 grammes minimum par jour. Ah Tu vois, moi, oui. tiens, tu vois, j'ai un broc d'eau à côté de moi. Dedans, il y a de la Mhm. vitamine C. D'accord, Je bois de la vitamine C tous les jours, d'accord. en poudre, tu vois, parce que chez nous, en France, en intraveineuse, on n'en trouve pas. Ah, ça doit faire mal aussi, non? Alors, bah oui et non, Mm. parce que ça dépend, en fait. Tu vois, moi, heureusement, je suis tombée sur un livre d'un monsieur qui avait guéri de la spondylarthrite ankylosante avec 60 grammes de vitamine C en intraveineuse tous les jours pendant 6 mois. Mais il avait Oh. plus que 6 mois à vivre, il était sous morphine, en permanence, toute la journée. Moi, j'étais sous morphine 10 à 15 jours par mois, Ah, c'est énorme. tu vois? Donc, c'était déjà bien avancé. J'étais reconnue hein, en invalidité à plus de 80%, pour te dire. Et à partir du moment où tu t'es dit, je vais guérir, il s'est passé, et où tu as guéri, il s'est passé combien de temps? Beaucoup de temps, presque 9 ans. Ah, c'est vrai. Ah oui, eh T'as oui, tenu bon pendant 9 ans? ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'avais empoisonné mon corps avec des mauvaises pensées sur moi, des envies de mourir, qui sont énergétiques aussi. Tu te rends compte, on se met tout ça à l'intérieur. Quand on sait qu'un mot peut créer un mot d'amour, par exemple, peut créer un magnifique cristal. Hein, on le voit avec Masaru Emoto. Et que bah, des mots méchants désorganisent complètement l'eau. Bah, nous, c'est pareil, on est constitué à 80% d'eau. Donc j'avais empoisonné mon corps pendant des années avec de mauvaises pensées sur moi. Tu vois? Hein. Et aussi, bah, je me trouvais pas digne d'être aimée. Voilà, j'avais peur du rejet. Je faisais tout pour être aimée. Donc, je donnais tout, tout le temps sans penser à moi. Enfin, des tas de trucs, tu vois. Et puis, j'ai travaillé sur toutes ces mémoires transgénérationnelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma grand-mère a été violée. Quand on est en fauteuil roulant, parce que j'ai eu l'ordonnance pour un fauteuil roulant, c'est cette nuit-là où j'ai décidé de guérir, en fait. Quand on est dans un fauteuil roulant, évidemment que bah, c'est plus difficile pour être violé. Surtout quand bah, plus rien ne fonctionne. Les jambes ne s'ouvrent plus. Voilà, tu vois, on peut plus bouger, on est prisonnier dans son corps. C'est compliqué, tu vois. C'est pour ça que la guérison, elle passe par la guérison du corps, oui, bien sûr, mais la guérison de l'esprit aussi. Il faut travailler, entre guillemets, faut qu'on trouve un autre mot. Oui. Il faut libérer. Voilà, toutes les mémoires de souffrance qui sont en nous. Et il faut libérer le corps de tout ce qu'on a mis de mauvais en lui. Donc il faut passer par l'alimentation, par le sport, par l'environnement. Est-ce qu'il est toxique pour nous ou pas? Parce que ça aussi, Ouais, mais tu te rends compte, c'est une énorme remise en cause. Il y a des gens qui, ça demande beaucoup de courage. Pour moi, ça demande beaucoup de courage de remettre comme ça en cause. Et il y a des gens qui peuvent être dans le déni. Il y a des gens qui se mentent aussi à eux-mêmes. Des gens qui vont te dire, je suis malade et qui vont prendre aussi ce statut de victime. Pas tout le monde, hein, attention, hein, mais des personnes tu vois, qui prennent ça un petit peu comme si c'était une fatalité. c'est vrai. Alors, je vais te dire le fond de ma pensée et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas, parce que c'est les messages qu'on me fait. Ok. Que tout ce qui est souffrance, que ce soit du corps ou de l'esprit, qui n'est pas nettoyé ici dans cette vie-là, lorsque l'on reviendra pour une nouvelle incarnation, parce qu'on aura encore du travail, entre guillemets, on aura encore des libérations à faire, eh bien on reviendra avec. Donc je pense que c'est nécessaire de le faire maintenant. Je suis complètement d'accord. Tu vois, j'en parlais avec quelqu'un en lui disant, c'est pas grave, hein. Tout ce que tu feras pas dans cette vie-là, tu seras amené à le refaire dans une autre vie. Et quelque part, c'était pour lui dire, et le déclic, ne perds pas de temps. Ça serait dommage de devoir recommencer. Tu vois, il y a d'autres choses à faire après dans une vie prochaine. Mais c'était vraiment pour lui dire, tant pis, c'est pas grave. Tout ce que tu feras pas là, dans cette vie-là, tu seras amené à recommencer dans une autre vie. C'est-à-dire de dire, bah, réfléchis quand même.
C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est pas tellement une question de courage. Mm. C'est est-ce que je veux m'élever de plus en plus, être de plus en plus en accord avec moi-même et remplir la mission qui est la mienne, c'est-à-dire de m'aimer sur Terre pour pouvoir Mm. ensuite déborder d'amour sur les autres? Ou est-ce que je Mm. reste dans ma souffrance, je meurs avec, et quand je reviendrai, peut-être j'aurai davantage de courage, mais de toute façon, à un moment donné, je serai obligée de le faire. Mm. Tu vois? Non, mais c'est exactement ça. Après, voilà, faut vraiment avoir conscience de pourquoi on est là sur Terre. Tu sais, il y a plein de gens qui me disent, ah, j'ai pas les réponses, hein. Il y a plein de gens qui me disent, Adélène, quelle est ma mission de vie? Et ils sont déçus quand je leur réponds, la première mission de vie, c'est d'apprendre à aimer, c'est de s'aimer, c'est de créer de l'amour et de la joie sur Terre. Parce C'est qu'en vrai. créant de l'amour et de la joie sur Terre, donc ça je l'explique très très souvent, on crée de l'énergie qui part dans l'au-delà. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que là-haut, ils récupéraient cette énergie pour la redistribuer aux humains qui souffrent. Donc, quand on comprend que ça, c'est gratuit, l'amour du cœur, c'est gratuit, la joie, c'est gratuit, et cette énergie est indispensable pour que là-haut, il la récupère pour la redistribuer aux humains qui souffrent, à partir de là, c'est notre vraiment mission à chacun. Et les gens sont déçus, ils me disent, mais c'est tout? Oh, mais il n'y a pas autre chose. Je dis, ben, après, ça, c'est une quête qu'il faudra que vous meniez vous-même. Mais déjà, c'est énorme. C'est Prenons conscience de ça. énorme, énorme. Et tu sais, j'ai adoré ton image tout à l'heure de l'arbre. J'ai Ouais. adoré. Franchement, quel merveilleux message. Et ça me fait penser à l'arbre d'Avatar, tu sais, ce Mhm. magnifique arbre qui est leur source, tu sais. Et en fait, là, la vision que j'avais, c'était que il y a plein de petites, en fait, c'est comme un arbre qui, par contre, est comme en hiver sans feuilles, tu vois. Sauf que là, il y a plein de petites lumières qui se sont allumées partout dans l'arbre et que plus on Mhm. va être nombreux, plus les branches vont s'illuminer de partout Mhm. et plus on va reconstruire cet arbre. Et tu Regarde ce rayon de soleil, cette vois, lumière. Mm. exactement, reconstruire cet arbre d'Avatar qui est la source. Tu vois, Mm. j'ai vraiment ce sentiment et tu vois, la lumière nous parle en même temps. C'est assez incroyable, hein? Tu as vu comme c'est arrivé au moment où j'ai dit, quand Exactement. toutes les lumières, toutes les branches seront euh, Mm. Illuminé. guéries, Ouais. illuminées, Mm. libérées de toutes leurs Mm. souffrances, il y aura Mm. cet arbre, ce fabuleux arbre d'Avatar que l'on peut voir qui est la source divine et oui, avec laquelle tout le monde Mm. communique, hein. Tu vois? Mm. Voilà. Hein. Mm. Et Incroyable, ça, hein. c'est mon vœu. C'est mon vœu vraiment le plus cher. Moi Que tout le aussi, monde prenne conscience. oui, moi aussi. Et maintenant, et grâce à toi, et je t'en remercie pour ça, je mettrai une image, parce que moi j'adore mettre des images sur mes visualisations. Jusqu'à présent, je demandais la paix, l'harmonie sur Terre à la fin de toutes mes méditations. Mais aujourd'hui, je mettrai cet arbre. Regarde, Ah, mais c'est c'est incroyable. incroyable! C'est incroyable, tu te rends compte? On va croire qu'il y a quelqu'un qui met un Mm. projecteur sur moi quand je parle ou quoi? C'est vrai. C'est le soleil. En fait, je suis face à une Ouais. fenêtre. Et comme Mm. j'avais vu que ce matin c'était nuageux, je m'étais dit, bon, bah, pas de problème, je ferme pas le volet. Tu vois? Mm. Et en fait, j'ai pas eu besoin. Eh ben, écoute, c'est fantastique. On va arriver à la fin de cette émission, Nathalie. Et qu'est-ce que tu aurais à nous transmettre? Ah, je voudrais dire à chacun que nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres de lumière incarnés dans un corps qui est un peu comme un pyjama ou un vêtement qu'on utilise pour cette vie, mais qu'on va laisser ensuite. Soit en terre, soit peu importe, lors d'une crémation, mais peu importe. On va le laisser à un moment donné, mais on sera toujours cet être de lumière avec notre mémoire d'être humain. Et c'est très respecté, je pense, par les êtres de lumière, ce passage sur Terre, parce que ce n'est pas un passage facile. C'est un passage qui est vraiment une éducation pour nous, à être de plus en plus amour. On l'a dit, mais je vais le redire.
à Mhm. être de plus en plus lumineux, à être de plus en plus un arbre entier. Tu vois? Voilà ce que j'ai envie de Mhm. dire. Mais c'est très beau. Je te remercie. Et je te dis à très bientôt alors. Oui, d'accord, à très bientôt. Merci Anne-Hélène. À très bientôt sur ma chaîne. Avec grand plaisir, Nathalie. Ah oui, je veux que tu viennes faire une interview, peut-être d'autres sur ma chaîne. Ouais. Et merci à toi de m'avoir reçu. Et j'envoie énormément de lumière et d'amour à chacun. Ouais. Les amis, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Et puis voilà, créons de l'amour, de la joie dans notre cœur et pour vraiment faire rayonner cette belle planète sur laquelle on vit. C'est Je vous dis ça. à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir Nathalie. Au revoir. Au revoir Anne-Hélène.